France Culture, les matins d'été, Quentin l'a fait. Hénin-Beaumont, Fréjus ou encore Perpignan et Hayange, une dizaine de villes françaises sont aujourd'hui administrées par des élus du RN. Véritable vitrine de la normalisation du parti d'extrême droite, ces villes sont les laboratoires du Rassemblement national à l'échelle locale. Politique culturelle, gestion des comptes publics, sécurité, probité. Qu'est-ce que l'administration de ces communes qui ont essayé le RN nous enseigne sur la façon dont ce parti exerce le pouvoir? Pour en parler, trois invités ce matin. Camille Vigonne-Lecoët, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, grand reporter au Nouvel Obs, autrice de l'enquête intitulée Les Rapaces, enquête sur l'exercice du pouvoir du RN dans la ville de Fréjus, dans le Var, un ouvrage qui a paru aux éditions Les Arènes. À distance, Jean-François Poupelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, vous avez récemment signé pour Mediapart une enquête sur le bilan du RN municipal et nous serons rejoints dans quelques instants. Elle est coincée dans son taxi par Safia Dahani, elle est docteur en sciences politiques de Sciences Po Toulouse, postdoctorante en sociologie à l'EHESS, codirectrice de l'ouvrage Sociologie politique du Rassemblement national aux presses universitaires du Septentrion. On commence avec vous, Camille Vigogne, peut-être nous dresser un paysage de ce que sont ces villes Rassemblement national. Depuis 2020, combien est-ce qu'il y en a? Où est-ce qu'elles se situent en France? Il y en a une dizaine, elles se situent un peu partout. On en a dans les Hauts-de-France, on en a, vous avez parlé de Fréjus dans le Var, il y en a aussi dans l'Est. Ce qui est important, c'est que pendant des années, les villes du Rassemblement national et aujourd'hui encore sont montrées par Marine Le Pen et ses proches comme la vitrine du parti. Aujourd'hui, c'est le seul exécutif local qui est géré, le seul échelon local qui est géré par le Rassemblement national. Ils n'ont pas de département, ils n'ont pas de région. Et donc, ça me semblait important d'aller regarder concrètement la gestion municipale du Rassemblement national. Qu'est-ce que ça veut dire? Marine Le Pen a coutume de dire qu'elle a une gestion exemplaire, que ces villes reflètent sa capacité à gouverner demain peut-être le pays. Et donc c'est important de, encore une fois, retourner au terrain, aux faits et d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire sur la dette, sur la police municipale, sur les logements sociaux, sur le racisme ou pas, sur la politique culturelle. Autant de choses très concrètes et qui éclairent d'un jour assez nouveau, souvent en contradiction, au moins en partie, avec le discours officiel du mouvement. Alors on parle de vitrine, on parle également énormément de laboratoires. Est-ce que ces lieux, ces communes sont des endroits où l'on tente des choses, où le Rassemblement national essaye des politiques publiques, ou c'est seulement un vecteur, j'allais dire, de crédibilisation de l'exercice du pouvoir ? Ils sont plus apeurés qu'ils ne tentent des choses. Il faut avoir en tête que le Rassemblement national est traumatisé par l'expérience des années 90 désastreuses dans une série de villes à l'époque Front National qui se sont extrêmement mal terminées. Il faut rappeler en 1995 ce qui s'est passé. 4 villes, 3 en 1995, Marignane, Orange, Toulon deviennent les premières villes dirigées par le Front National. Une quatrième, Vitrolles, en 1997. Et partout, ça se passe très très mal et ça finit généralement devant les tribunaux avec des élus qui sont à la fois excessifs, radicaux et dont la probité va assez vite être mise en cause. Et ça, c'est vraiment le contre-exemple que Marine Le Pen a en tête quand en 2014, elle fait tomber une grosse dizaine de mairies, à tel point que le parti à l'époque va promettre, j'ai retrouvé ça en fouillant dans les archives, la mise en place d'une cellule de surveillance des mairies à la direction du Front National de l'époque. Bon, ça n'aura pas du tout été fait. Il n'y a pas eu ce suivi, ce pilotage, mais c'est dire l'importance capitale que revêt la gestion municipale de ces villes. Donc, les maires, on va avoir à la fois tendance, en fait, à d'un côté montrer patte blanche, essayer de se normaliser en ayant la gestion la plus classique, patte vaguiste possible, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, en apparence normalisée. Et en même temps, ce sont des élus qui, pour beaucoup, viennent du Front National de l'époque Jean-Marie Le Pen, qui vont avoir un entourage qui charrie son lot de radicalité et donc vont par moments soit quasiment contre leur gré, avec le naturel qui revient au galop, laisser échapper certaines choses de radicalité, soit par amateurisme aussi, parce que leur entourage ne va pas être formé à cette gestion de communes, laisser de nombreux débordements dans les mairies du Rassemblement national. Et alors c'est le cas par exemple à Fréjus, Camille Vigonne, ce cas que vous connaissez bien puisque vous y avez enquêté pendant plus de 2 ans. C'est ce que vous avez observé, une tentative d'abord de normalisation et ensuite tenter de contenir l'amateurisme que vous décrivez?
Oui, alors Fréjus, c'est vraiment particulier et assez emblématique. David Rachlin, en 2014, quand il fait sa campagne, il promet la fin d'un système clanique qui existe dans le Var, d'un système affairiste. Il promet d'avoir un visage très apaisé, normalisé, d'être le maire de tous les citoyens de Fréjus. Et ce qu'on voit rapidement, c'est déjà comme il souffre d'un manque d'entourage, de personnes compétentes, expérimentées. Déjà, la composition de sa liste va s'appuyer essentiellement sur des militants et leurs familles du Front National de l'époque. Donc on a, je sais plus, je crois que c'est 4 couples sur la liste de 2014. On a la propre mère de David Rachlin. On a ce genre de personnalité. Il va prendre son meilleur ami, un ancien surveillant de prison, pour exercer le rôle assez clé de chef de cabinet. Voilà, c'est que des profils comme ça qui sont pour beaucoup des militants historiques du Front National. Et alors, il y a la surface et très vite, dans la coulisse, on observe la reprise en main d'un système affairiste, notamment à travers des liens exclusifs avec un entrepreneur local, et de deux, on va dire les fondamentaux le pénis, c'est-à-dire on fait travailler tout un tas de prestataires liés au GUD, le groupe Union Défense, un syndicat radical étudiant d'extrême droite. Sous couvert d'alcool, de soirée, on laisse proférer des paroles racistes, des saluts nazis, y compris dans l'enceinte de la mairie. Enfin voilà, c'est ce genre de témoignages que j'ai pu recueillir et qui dessinent une réalité très très éloignée de la ville exemplaire, vitrine. Fréjus, c'était quand même la seule grande ville jusqu'à Perpignan De plus de en 50 000 2020, habitants. de plus de 50 000 habitants, et celle où Marine Le Pen tous les ans faisait sa grande rentrée parlementaire, sa grande rentrée politique en septembre. Et ce qu'on découvre en s'y penchant sérieusement, c'est que la réalité est très très éloignée de la vitrine. On va revenir bien sûr dans le détail sur les politiques publiques mises en œuvre par la ville de Fréjus, par ces autres communes dirigées par le Front National. Avant cela, Jean-François Poupelin, vous avez pour Mediapart dessiné un paysage de ce rassemblement national municipal, de ce RN municipal. Quels sont peut-être les traits communs entre ces communes en matière de politique publique et de sujets de prédilection ? Alors, les sujets de prédilection, ils reviennent au triptyque qui avait été défini par Marine Le Pen en 2014, c'était la baisse des impôts, le renforcement de la sécurité, la suppression des subventions aux associations communautaires. Ça a été quand même c'est un premier programme. Après, c'est notamment en termes de baisse d'impôts, ça a des conséquences sur les politiques publiques, notamment sur les services publics, en matière de services publics, en matière de politique sociale aussi. Pardonnez-moi si je vous coupe, vous êtes à distance. Si je insiste un instant sur la baisse d'impôts, est-ce que ces baisses d'impôts promises sont effectives ? Est-ce que les habitants s'y retrouvent dans les baisses d'impôts ? Alors, en général, il y a au moins... les mairies n'augmentent pas, les maires RN n'augmentent pas les impôts. Après, il y a toujours des leviers qui sont un petit différents sur les taux, mais d'une manière générale, s'il y a des hausses, elles sont vraiment minimes et cet engagement est plutôt pris. Ce qui a, comme je vous le disais, des conséquences quand même sur les politiques publiques, notamment en termes de services publics, où le premier, les écoles, on retrouve assez régulièrement, alors pas un abandon total, mais en tout cas un sous-investissement. À Perpignan, à la rentrée 2023, la CGT s'inquiétait notamment de la sous-dotation en moyens financiers, en moyens humains des écoles de la ville, alors que Louis Ayot avait décidé de lancer l'expérimentation de l'uniforme, et avec un coût qui pouvait s'avérer assez fort si ça avait été généralisé. Et d'ailleurs, c'est au programme du Front National dans ces législatives. Pour en revenir à David Rachlin, au début de son mandat, il a baissé de 20% le budget des écoles. On retrouve le même problème alors dans une mairie qui n'est pas RN, mais qui est soutenue par le RN, qui l'était au départ, c'est à Béziers, où là aussi il y a eu un maintien, alors pas d'augmentation, pas de baisse des crédits cette fois des écoles publiques, mais beaucoup de problématiques sur un manque de moyens, alors que le budget des écoles privées a été lui augmenté dès le début du mandat de Monsieur Ménard. Safia Voilà. Dani, bonjour.
Et merci beaucoup de nous avoir rejoints malgré les problèmes de taxi. Un peu plus tôt dans notre discussion, Camille Vigogne mettait en lumière le hiatus qui existait entre la gestion effective de ces communes dirigées par le Rassemblement national et peut-être la façon dont la communication nationale du parti organisait cette communication sur ces communes. Comment vous expliquez, vous, ce décalage entre le discours national et ce qui se passe effectivement sur le terrain ? Alors par discours national, je pense que vous entendez aussi la manière dont tout ce qui se passe dans ces mairies-là est médiatisé. Donc qu'est-ce qu'on va en savoir et qu'est-ce qu'on va pouvoir en retenir ? Moi, ce que je dirais, en tout cas, notamment au regard de l'événement 2014, en tout cas ce qui a été consacré, pardon, j'ai un peu essoufflé, par l'événement de 2014, c'est qu'il y a effectivement une construction de la réalité municipaliste du FN qui n'est pas forcément celle qu'on peut objectiver avec, par exemple, des chiffres. Quand on regarde en 2014, le FN, il fait pas tant de scores plus importants que par rapport à 95. Il se développe plutôt dans le sud, donc des bastions qui sont relativement acquis à ces stratégies municipales depuis la fin des années 80. Mais il y a cette idée que on va scruter ce parti-là avec des yeux particuliers, faire attention à ce qui va s'y passer. Et je pense que pour partie, il y a une construction médiatique de cette réalité municipaliste qui est assez éloignée en fait, de son investissement territorial. Donc voilà, il y a quand même l'effet du champ journalistique, je pense, et de la médiatisation qui va monter un peu en épingle cet événement de 2014. Et puis, il y a aussi l'idée que, alors ça fait écho, je pense, à l'actualité, on redécouvre à chaque élection qu'il y a des candidats ou des choses qui se passent pas très bien dans les bastions gérés par le RN ou dans la manière dont ils vont promouvoir certains candidats ou certaines politiques publiques. Donc avec aussi une forme d'amnésie, je pense, qui est assez régulière. On va vous laisser reprendre votre souffle. Je me tourne vers vous, Camille Vigogne. Une réaction peut-être sur cet événement de 2014, sur la façon aussi dont le champ médiatique s'intéresse peu ou prou aux communes dirigées par le Rassemblement national. Ça a été une affaire, j'allais dire, d'aller enquêter concrètement à Fréjus. Ah non, moi je travaillais au début quand j'ai commencé cette enquête à l'Express et aujourd'hui au Nouvel Obs, et ils sont tous très contents à chaque fois que je leur propose d'aller sur le terrain regarder la réalité de cette gestion municipale. En revanche, ce que je comprends et ce qui m'a aussi frappé en me replongeant dans les archives, c'est qu'effectivement en 2014, oui, c'est qu'une dizaine de mairies, c'est pas beaucoup des mairies eu égard au nombre de communes en France, mais c'est la symbolique en fait. C'est pour la première fois, elles vont gérer le Front National se retrouve à gérer depuis les expériences négatives des années 90 des municipalités. Et c'est vrai qu'il y a collectivement, y compris dans les rédactions, cette envie de dire on va créer des observatoires de villes Front National, on va tous les mois y aller, etc. On va vraiment surveiller au jour le jour ce que ça veut dire la gestion d'extrême droite d'une commune. Et puis finalement, c'est fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis ça s'étiole énormément. Et y compris sur la ville de Fréjus, moi je me suis beaucoup demandé pourquoi est-ce que l'enquête que je fais dans mon livre n'a pas été faite avant. Les faits que je raconte d'affairisme, de clanisme, de rapports particuliers avec les entrepreneurs locaux, ils étaient extrêmement connus sur place. Je suis pas du tout allée chercher quelque chose d'extrêmement compliqué à obtenir en soi. Il fallait juste y consacrer de la volonté et du temps. Et ça, en fait, ça s'était étiolé dans l'idée que finalement, ils étaient à peu près comme les autres. C'était des mairies très à droite, certes, un peu plus inexpérimentées, mais finalement la vigilance s'était relâchée. Et c'est dommage parce que, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est vraiment on n'a pas beaucoup de choses à aller regarder. Et moi, je m'attache toujours aux faits. Il y a les votes au Parlement européen, il y a le programme, il y a la gestion des mairies. Et une fois qu'on a dit ça, tout le discours, ça reste beaucoup de communication politique très aseptisée, très lisse. Safia Dahani. Oui, je rebondis juste sur la question du symbole que vous évoquez par rapport à 2014. Moi, je pense que d'un point de vue de scientifique, on peut quand même dire que tous les partis ont des stratégies pour se présenter, mettre en avant certains éléments plutôt que d'autres. Et en fait, si 2014 peut devenir un symbole, c'est qu'il y a bien des groupes en dehors du FN qui vont dire que c'est un symbole et qui vont justement en faire un symbole. Et moi, vraiment, 2014, c'est 14 communes sur plus de 36 000 en France. C'est quoi, 1400, 1500 conseils municipaux, alors qu'en 95, ils en avaient déjà quasiment autant. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment, quand on regarde avec un peu de distance, qu'on resitue, il n'y a pas de moment particulier. Alors certes, c'est des villes moyennes qui vont faire parler d'elles, mais je pense que le symbole, il est aussi co-construit.
Voilà. Et dans le même temps, dans les chiffres que vous donnez, 14 villes sur plus de 35 000 communes en France, c'est frappant de constater peut-être que cette idée-là vient tempérer l'idée selon laquelle le RN n'est pas totalement implanté dans les territoires nationaux. Oui, ça, je suis totalement d'accord. Alors, dans l'ouvrage que vous citiez, que j'ai co-coordonné dans ma présentation, en fait, il y a cette idée que, parfois, le FN va avoir des relatifs succès électoraux sans mobilisation, avec des candidats, on le voit là aussi pour les législatives, quasiment fantômes. Et puis, il y a cette idée aussi qu'ils ont du mal à tenir le local. Il y a beaucoup de turnover, en fait, dans les fédérations, qui sont quand même généralement dans les partis politiques. Voilà, les échelons qui vont se mobiliser, qui vont pouvoir fournir des militants, des adhérents et des candidats. Donc, beaucoup de turnover, une gestion des fédérations qui est assez centralisée en fait, au regard de la structure de ce parti autour d'un ou d'une chef au national. Donc ils ont des difficultés d'implantation locale. Ça se voit donc par ce turnover. Beaucoup s'en vont. Alors il y en a qui reviennent, parfois de la droite, peut-être qu'on pourra en Les fameux reparler. transfuges que vous avez étudiés. Oui, tout à fait. Et déjà en 2014-2015, dans certaines villes et puis aussi à l'échelon régional, il y avait vraiment des passages d'anciens élus locaux centristes de droite sur des listes FN. Merci beaucoup à tous les trois, Camille Vigonne, Jean-François Pouplain et Safia Dani. On va poursuivre cette discussion à partir de 8h20. Vous allez rester avec nous d'ailleurs, Jean Lémarie, puisque nous parlons de la façon dont le Rassemblement national gère les villes qu'il administre dans un instant avec nos trois invités. 7h, 9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. Trois invités que sont Camille Vigonne-Lecote, journaliste, grand reporter au Nouvel Obs, autrice de l'enquête intitulée Les Rapaces, enquête sur l'exercice du pouvoir du RN dans la ville de Fréjus, dans le Var, un ouvrage paru aux éditions Les Arènes. À distance, Jean-François Pouplain, il est journaliste indépendant et il signe pour Mediapart une enquête, un paysage sur le bilan du Rassemblement national municipal. Et à nos côtés également, Safia Dani, docteur en sciences politiques à Sciences Po Toulouse, post-doctorante en sociologie à l'EHESS, co-directrice de cet ouvrage intitulé Sociologie politique du Rassemblement national, paru aux presses universitaires du Septentrion. Et on continue avec vous, Camille Vigonne. Peut-être on s'intéresse un instant à la façon dont le RN gère les deniers publics de ces communes à partir de deux exemples que vous connaissez particulièrement bien. Fréjus, Perpignan, comment sont gérées les finances publiques dans ces deux communes ? Alors, ce qu'on voit effectivement, c'est que chaque ville a sa propre réalité financière et budgétaire. C'est difficile de calquer un modèle sur toutes. Si vous prenez ces deux exemples-là, Perpignan, les dépenses de fonctionnement en 2019, avant l'arrivée de Louis Alliot au pouvoir, c'est 160 millions d'euros par an pour la ville. En 2024, 190 millions d'euros de dépenses de fonctionnement pour une population qui globalement n'a pas augmenté, qui est restée stable. Perpignan n'a plus d'adjoint aux finances depuis plus de 6 mois. C'est des éléments qui interpellent. Après, il y a les chiffres qui sont faciles à trouver et il y a les réalités qui parfois sont en trompe-l'œil. Je pense à Fréjus, par exemple. Là-bas, la dette a grosso modo stagné, légèrement augmenté dernièrement depuis 2020. Mais la situation est en réalité beaucoup plus grave que ce que ne laissent apparaître les chiffres. Pourquoi ? Parce que David Rachlin, pour faire en apparence baisser la dette, s'est engagé dans une vente massive de terrains municipaux. Il a, ce qu'on dit, grosso modo, vendu les bijoux de famille de la ville pour faire baisser l'endettement sur le papier. Sauf que cette vente massive de terrain ne permet pas à la ville de se désendetter. Ça veut dire que les dépenses augmentent trop par ailleurs et que surtout elles profitent toujours, dans le cas de Fréjus, au même groupe de BTP, au même architecte et au même clan entrepreneurial très proche de David Rachlin. Donc ça participe d'un système local corruptif et on est très très loin de la gestion saine que pourrait en apparence laisser passer les chiffres qui sont publiés par la mairie. On évoquait les impôts tout à l'heure. Le Rassemblement national dit vouloir baisser les impôts à l'échelle de la commune. On réalise qu'en fait, à minima, il ne les augmente pas. Que se passe-t-il à Fréjus de ce point de vue-là ? Il n'y a pas eu d'augmentation des impôts, c'est quelque chose dont David Rachlin est extrêmement fier. Ce qu'on peut voir en revanche, c'est qu'il y a une augmentation notamment du personnel, des recrutements qui est très très forte, ce qui conduit à ce système où la ville n'arrive pas à se désendetter. Et c'est intéressant de regarder par exemple
quels sont les recrutements qui vont être faits, où va l'argent public et comment est-il dépensé. Et à la mairie de Fréjus, il y a tout un tas d'amis de David Racheline, il y a sa propre mère, il y a dans les adjoints il y avait beaucoup de femmes, de maris d'eux, il y a beaucoup d'enfants qui ont été recrutés, de parents, et en fait ce que ça dessine, c'est un univers où en fait pour avoir un logement public, c'est quand même un peu plus facile, ou un emploi public, d'être ami d'eux, d'être fille d'eux, d'être le grand copain de David Racheline, et un système où on a une prime à la fidélité au clan, voire au Rassemblement national quand on est un vieux militant, qui est davantage valorisé qu'une prime à la compétence. Jean-François Pouplain, c'est le deuxième axe que vous avez évoqué un peu plus tôt dans notre discussion, l'axe de la sécurité. Quel bilan dans ces villes dirigées par le Rassemblement national ? Alors, ils mettent en avant toujours d'une baisse de la sécurité. Après, des problèmes, que ce soit des vols, des atteintes aux personnes. Après, on reste quand même dans des petites villes en général où il n'y a pas non plus une grosse criminalité. Ce qui est sûr, c'est qu'ils investissent énormément dans la sécurité, que ce soit en personnel ou en matériel. Donc, ce sont des polices municipales en général qui sont armées, qui viennent aussi de plus en plus suppléer la police nationale, comme c'est le cas à Perpignan où la ville, où Louis Alliot a décidé de leur donner de les faire intervenir sur le trafic de drogue. Donc ils sont là, ils vont faire de l'interpellation, ils vont faire des choses comme ça. C'est une ville quand même, Perpignan, qui est la deuxième ville française en nombre de policiers municipaux par habitant. Donc il y a vraiment un gros investissement avec en particulier des commissariats municipaux qui ont été installés un petit peu partout dans les quartiers de la ville. Et on se rend compte que parfois il y a quand même des dérapages, ce qu'on a rarement ailleurs. Ça a été le cas à Béziers avec la mort d'une personne dans un commissariat municipal en 2020. Pendant le Covid, il y a eu il y a une enquête qui a été ouverte pour violence policière lors d'une interpellation il y a un peu moins d'un an, un peu moins d'un an à Perpignan. Safia Dahani, on passe sur un autre sujet avec vous, celui de la parité. Est-ce que sur les listes municipales, cette parité est respectée par le Rassemblement national ? Oui, alors le premier élément, c'est qu'on pourrait se dire que un parti d'extrême droite aurait du mal à se mettre au diapason des enjeux de la parité qui aujourd'hui sont quand même encadrés par la loi. C'est faux ? C'est faux, mais de ce qu'on en sait, c'est aussi beaucoup au regard des contraintes financières en fait qui peuvent peser, des amendes que certains partis, notamment à droite, ont les moyens de payer. Au RN, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc si on regarde... Vous voulez dire, pardonnez-moi, que le Rassemblement national respecte plus et mieux la loi que d'autres partis de droite en la matière ? En tout cas, quand on regarde sur les municipales et régionales sur le temps assez long, c'est quasiment équivalent, voire parfois il les respecte plus que des partis de droite. Et je pense que c'est quand même lié beaucoup aux contraintes financières, puisque une fois que les élections sont passées, généralement les femmes sont reléguées et sont pas forcément élues effectivement dans les conseils municipaux. Et pour prendre notre exemple d'une autre arène électorale, à l'Assemblée nationale en 2022, proportionnellement au nombre de députés élus, le RN fait élire plus de femmes que les Républicains. Mais sur cet enjeu de la parité, si on regarde par exemple l'ensemble des mairies RN aujourd'hui élues en 2020, en fait, il n'y a pas que ces mairies médiatisées, il y a aussi tout un tas de toutes petites villes ou de petits villages. Et là, on retrouve essentiellement des hommes. Ce sont majoritairement des hommes. Et les femmes, même quand elles sont conseillères municipales, généralement, elles ont plus tendance que les hommes à, comme je vous le disais plus tôt, à se mettre à distance de ce travail-là municipal. En fait, ils recrutent, ils font des listes comme ils le peuvent, notamment dans certaines villes moyennes où ils n'ont pas d'implantation territoriale de longue date. Donc, ils vont recruter des gens qui n'ont pas forcément conscience de ce que ça veut et peut vouloir dire le travail de conseiller municipal. Et beaucoup, en fait, quittent leur mandat en cours de route, et notamment des femmes qui sont pas formées, en fait, qui n'ont pas de compétences techniques. C'est ce que j'avais demandé. Le parti ne fait pas ce que tout parti devrait faire, puisque cela fait partie des missions même d'un mouvement politique, à savoir former ses militants, former ses cadres.
Alors non, pas vraiment. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu observer, la formation telle qu'on a pu l'entendre, par exemple, au Parti communiste, les écoles du Parti communiste, on retrouve pas du tout ça à l'extrême droite. Ils ont beaucoup de mal, en fait, à construire des écoles de formation et à motiver les militants et les élus à les suivre. Alors ça arrive ponctuellement aux universités d'été, il y a des conférences, parfois des formations dédiées aux conseillers municipaux, mais disons que c'est pas des formations personnalisées. Donc quand vous avez un large groupe d'élus qui n'a jamais siégé en conseil municipal, qui ne sait pas lire un budget, qui ne sait pas comment fonctionnent les commissions, si vous ne les formez pas localement, évidemment, ils ont plus de chances de quitter le mandat en cours de route. Donc il n'y a pas vraiment de formation nationale importante qui va faire monter les élus locaux en compétences. Et en cela, je pense que ça explique pour partie le turnover. Camille Vigogne. Je suis complètement d'accord avec cette analyse-là sur les années passées. Je pense que ça sera intéressant de s'y plonger dans le futur pour voir ce qui a changé ou pas. Pendant longtemps, le Rassemblement national, le Front national, avant, a souffert de ce manque d'implantation et de ce manque de compétences, de profils expérimentés dans ses rangs au niveau national. Aujourd'hui, au fur et à mesure que le parti se normalise, au fur et à mesure des succès électoraux, ce qu'on observe aussi et ce que j'observe au quotidien, c'est que les 89 députés, ils ont au niveau local des rapports, des contacts avec toute la bourgeoisie locale, l'establishment, avec le Rotary, avec le médecin, le notaire, etc. Et c'est autant de contacts potentiels pour demain, pour avoir des personnalités avec un profil socio-économique différent de leurs militants traditionnels qui pourraient demain être en mesure de conduire des listes dans des mairies. Les prochaines municipales, pour ça, elles seront absolument déterminante et très intéressante à regarder, de voir est-ce qu'ils sont en mesure d'apporter d'autres types de profils qui viennent pallier l'absence d'écoles de cadres, l'absence d'implantation nationale forte, parce que aujourd'hui l'étiquette, plus l'étiquette du Rassemblement national est moins infamante socialement à porter, plus ce qui est normal avec la progression du parti et l'image du parti qui change aussi. À partir de là, ça amène un nouveau public et je suis pas sûr que cette conclusion, ce constat qu'on a tous pu faire sur les années passées par rapport au manque d'implantation, au fait qu'ils faisaient appel à leurs cousines, leurs femmes, etc. pour mener leur liste, soit toujours vrai lors des prochaines municipales, en tout cas dans les mêmes proportions. Jean Lémarie. Non, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer effectivement tout ce travail d'implantation qui a été fait là, notamment ces 2 dernières années par des élus du Rassemblement national localement. J'ajoute qu'une partie d'entre eux étaient déjà très insérés en termes de militance, souvent chez les Républicains, par exemple. Donc, ils avaient déjà, pour certains d'entre eux, des réseaux locaux importants, réseaux économiques, sociaux, de sociabilité quotidienne, et ils l'ont développé énormément sur le terrain. Ils y ont veillé aussi. Et les 88-89 députés du Rassemblement national ont été, je pense, vraiment un choc et une avancée sur laquelle on ne reviendra pas en termes d'implantation, d'intégration de ces élus-là sur le local. Ce que vient de pointer Jean Lémarie, Safia Hadani, c'est la question des transfuges. Comment rapporter des compétences venues d'autres partis politiques ? Oui, donc de fait, c'est pas vraiment des compétences qui sont internalisées, c'est pas vraiment le parti qui fait monter ses militants, c'est plutôt de l'importation de compétences. On va importer, on externalise. Je pense que la question du nouveau RPR là qui a été lancé, l'idée c'est de capter en fait des élus locaux plutôt à droite, ce qui se fait depuis plusieurs dizaines d'années, ce qui se faisait déjà dans les années 80 aussi. Donc moi je suis pas certaine qu'on puisse faire ce constat là de professionnalisation. Enfin, souvent on dit que le FN est l'acteur de sa propre normalisation, professionnalisation. Moi je pense qu'il faut regarder autour en fait, et justement la manière dont il arrive à capter des personnes qui savent faire de la politique, qui pour certains ont des parcours universitaires plus longs que les militants made in FN, et qui va réussir à les rattacher à sa marque. Ça c'est le premier point. Puis ensuite sur la question de la formation, même de l'implantation locale. Moi je suis pas formée à me projeter forcément dans le futur, mais je pense qu'il faut faire vraiment attention. Et là on le voit dans le contexte des législatives, il y a des candidats qui sont parachutés, qui n'ont aucune implantation territoriale, alors qu'il y a des fédérations locales de longue date, mais ces fédérations, elles ne sont pas structurées, il y a beaucoup de turnover militant, donc je pense qu'il faut faire attention entre ce qui se passe localement et qui est très différencié selon les territoires en termes d'implantation FN et ce que nous on peut en analyser. Je pense qu'il ne faut pas homogénéiser et dire ah oui c'est un parti qui maintenant va s'implanter localement, etc. Jean-François Pouplain, la question qui est posée en creux, c'est aussi celle de la question de l'organisation des conseils municipaux qui a à voir justement avec ces compétences et cette montée en compétences. Vous avez étudié la façon dont ces conseils municipaux étaient organisés, racontez-nous.
Alors, je voulais revenir sur le nouveau RPR parce que c'est assez intéressant. Ça parle de Marignane et on l'oublie un petit peu, mais Daniel Simon-Pierry, qui avait été élu en 95, et lui reste au pouvoir jusqu'en 2008. Il a été battu par un élu qui s'appelle Éric Ledizès, qui vient donc qui s'est allié avec Franck Alizio, qui est député et qui dirige la fédération des Bouches-du-Rhône. Donc, il y a de toute façon cette porosité, elle existe depuis longtemps. Daniel Simon-Pierry avait été rapatrié dans la majorité UMP de Jean-Claude Gaudin à la communauté urbaine à l'époque. Donc ces liens en fait sur des territoires existent depuis quand même très très longtemps. Bon, je vais pas revenir aux années 80 et aux arrangements entre Gaudin et le RN sur certaines élections, mais ça existe depuis très longtemps. Pour revenir aux conseils municipaux, en tout cas, ça fait partie des endroits où où l'opposition est quand même assez muselée, où on voit que il y a quand même une certaine un autoritarisme qui s'installe dans ces villes. C'est pas le seul endroit, hein. Mais voilà, dans les conseils municipaux, il va y avoir parfois du dénigrement des élus assez fort, parfois des insultes, les micros sont coupés, on laisse peu la parole. Je me souviens à Orange où l'opposition avait le droit qu'à une réponse et après le débat était clos. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Après sur la manière de museler l'opposition, il y a d'autres choses qui se passent aussi, hein. À Hénin-Beaumont, Steve Bribois je crois, a intenté 8 procès en diffamation contre un de ses anciens opposants, le communiste David Noël, à Fréjus, que Camille Vigogne connaît bien. Il y a une association qui est en conflit aujourd'hui avec David Rachlin, où David Rachlin essaye de lui enlever son local parce que c'est une association qui défend qui s'oppose à ces projets urbanistiques. Donc il y a quand même pas mal il y a une volonté quand même de vraiment de faire taire l'opposition et toute voix dissonante. Camille Vigogne, quid des électeurs quand on regarde les résultats en 2014, en 2020? 2014, première élection pour David Rachlin et Steve Bribois, respectivement à Fréjus et à Hénin-Beaumont. Ils sont réélus en 2020, ils sont même mieux élus qu'en 2014, et pour l'un et pour l'autre. Est-ce qu'une enquête comme la vôtre a un impact sur l'opinion publique locale, et même est-ce qu'au-delà, les électeurs sont satisfaits ou non, si on peut le mesurer, de ces élus Rassemblement National? Alors, je pense qu'il faut rester très modeste quant à la portée de notre travail, d'autant plus je le dis en souriant, mais d'autant plus, ce qui est plus grave, dans un monde où on va rechercher une information qui correspond à ce qu'on pense initialement. Donc, mon livre s'est très bien vendu à Fréjus, mais je pense essentiellement par des personnes qui n'étaient pas des grands soutiens de David Rachlin. Après, ce qu'on observe, et c'est pas seulement dans les villes du Rassemblement National, c'est que l'histoire politique récente est pleine d'élus qui ont eu des problèmes de probité et qui se sont fait très bien réélire par leurs électeurs parce qu'ils estimaient que la ville était propre, bien tenue, qu'il y avait beaucoup de policiers municipaux dans les rues, etc. Donc c'est pas forcément sur ces critères-là. D'ailleurs, quand on regarde dans les préoccupations principales des Français, les critères de probité ou par exemple le danger de la corruption en France arrive très loin dans l'ordre des premières priorités et des sujets de préoccupation des Français. On peut le déplorer, moi je considère qu'il y a un impensé français en termes de mafia et de corruption publique. Je connais bien l'Italie et c'est un pays où on a vraiment, alors parce que c'est d'une autre ampleur, mais conscientisé les problèmes de corruption, y compris des élus. En France, on ne veut pas trop le voir, et encore moins concernant l'échelon local, parce que le maire a ce sorte de totem d'immunité de l'élu proche du peuple qui, c'est vrai, travaille beaucoup, gagne pas beaucoup de sous par rapport à ses responsabilités, etc. et qui du coup serait plus c'est l'image même de l'engagement. C'est l'image même de l'engagement. Or, je pense qu'il y a beaucoup plus peut-être de problèmes de corruption à l'échelon local parce qu'on a les permis de construire, parce qu'on a la main sur les fameux PLU, les plans locaux d'urbanisme. Et bon, ça c'est le côté général.
général. Après, moi, ce que j'ai constaté à Fréjus, c'est que beaucoup se disent, quelque part, et ça rejoint est-ce qu'on a essayé? On a essayé la droite avant, ça fonctionnait pas. On a essayé, et aujourd'hui, on est avec le Rassemblement national. Pourquoi les autres ne feront pas mieux? Et finalement, ils sont tous pareils. Et ça rejoint le côté, on ne croit plus aux politiques, défiance dans les élus de la République. Safia Dani, en quelques mots? Oui, ce que vous mettez en avant, en fait, c'est aussi qu'en fait, pour chaque élection municipale, locale, il faut resituer ce que les électeurs vont faire soit de la politique municipale, mais aussi peut-être réfléchir à la politique nationale dans leur vote. Du coup, pareil, l'argument sur la corruption, je trouve ce que vous dites est assez juste. En fait, les questions de corruption, les procès au regard des élus, il y en a dans beaucoup de partis politiques, donc c'est pas forcément un argument qui va marcher pour des électeurs ou électrices du RN. Merci à tous les trois, Camille Vigone, le coach. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter au Nouvel Obs. Jean-François Pouplain, journaliste indépendant. Vous signez dans Mediapart une enquête sur le bilan du RN municipal. Safia Dani, docteur en sciences politiques et en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Merci à tous les trois.